dans le Sauternais aujourd'hui avec les carmes de Rieusec en millésime 2013. C'est un achat récent et c'est assez étonnant de trouver encore des seconds vins de cru classés aussi anciens finalement, parce que ça fait quand même 12 ans. En réalité, ça montre quand même les difficultés de commercialisation de ce genre de vin. Et si je vous parle aujourd'hui de Rieusec, c'est parce que depuis quelques années, ils ont décidé de, une politique commerciale un peu plus agressive, on peut dire ça comme ça. Ils ont commencé à partir de 2019 de faire une nouvelle bouteille avec une forme qui n'a rien de bordelaise, avec un bouchon annexe pour reboucher, etc. Et puis le logo a changé, on est sur un fond sombre et du jaune par-dessus, ce qui d'ailleurs n'est pas laid. En revanche, la bouteille pour l'instant de Carmes de Rieusec a gardé sa forme classique. Ils ont aussi embauché en 2022 un nouveau directeur technique et qui devrait peut-être remonter légèrement le niveau de Rieusec. On raconte que Rieusec faisait un peu des sauternes un peu à l'ancienne, un peu trop sucrées, etc. Pourquoi je dis on raconte? Parce que moi, ça fait pas mal d'années que je me contente des carmes de Rieusec, dont le rapport qui était pris est absolument remarquable. D'ailleurs, c'est un problème un peu compliqué dans le Sauternais, c'est ces seconds vins, parce que quand ils sont bien réussis, dans les grands châteaux, évidemment, ils font de l'ombre au grand vin, et quand on rachète après le grand vin, on a vraiment l'impression de faire une assez mauvaise affaire. C'est ça le problème. En plus, ces seconds vins gardent toute la finesse et la classe du terroir, ce qui fait qu'à prix égal, si on va goûter des sauternes de terroir plus modestes, eh bien là aussi le second vin surclasse ces vins, et donc c'est un peu compliqué. Le problème n'est pas du tout parallèle au second vin des Grands Rouges. Toujours est-il que ces seconds vins constituent à l'évidence une étude de marché, que ça a été volontaire ou non au départ, je ne sais pas trop, et qui indique en fait qu'est-ce qui plaît aujourd'hui aux consommateurs, des vins peut-être un peu moins sucrés, avec une acidité fraîche due à un spectre aromatique très plaisant. Là, évidemment, nous allons goûter à un sauterne qui est totalement à son apogée, avec des arômes qui donc sont un peu différents de la jeunesse. Je vous rappelle que Rieusec fait partie du groupe Baron de Rothschild depuis longtemps. Nous allons donc goûter ce Carmes de Rieusec, et puis après, je vous raconterai un petit peu ce que, à propos de Sauterne, on explique, si vous voulez, toutes les découvertes par hasard qu'on a faites depuis qu'on est sur Terre. Et vous allez voir qu'à partir du Sauterne, on peut arriver à d'autres notions très modernes. Goûtons donc ce Carmes de Rieusec. Voilà, un bel or, franc, sans nuance orangée. Le vin est toujours à son apogée. Ouh là là. On est absolument délicieux. De mangue. Peut-être un petit peu de noix. Toujours ces notes de safran. De confiture d'abricot. Et de mirabelle. C'est vraiment des nez de Sauterne, on s'en souvient toujours. C'est délicieux ça. Donc ça c'est une vingtaine d'euros. Hein. Là on est à des rapports qui étaient pris, je dirais, de folie. Hein. Là ils indiquent dans la fiche technique 110 grammes par litre de sucre. Et ça passe vraiment très très bien. L'encépagement, on est quand même sur une énorme majorité de sémillon, hein, plus de 80%. Le reste, un peu de sauvignon et un petit peu de muscadelle, 5%. Ce millésime 2013 dans le Sauterne a donné des vapeurs aux équipes, hein, parce que
Ça a été la cata pratiquement jusqu'à début septembre, et jusqu'à même fin septembre. Et le botrytis a couvert le vignoble à toute vitesse d'un seul coup, alors qu'on n'y croyait plus trop. Les rendements ont été dérisoires en 2013, hein, c'était très petit volume. Là, ils annoncent un rendement inférieur à 9 hecto-hectares, ce qui est vraiment incroyable, incroyablement faible. Et je suis même étonné qu'ils aient fait un second vin cette année-là, parce que les volumes étaient extrêmement réduits. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'origine du sauterne, qui, à n'en pas douter, fait partie donc de ces découvertes un peu du hasard. On peut imaginer, parce qu'il n'y a aucun texte ni document qui sont très clairs sur ce sujet-là, qu'à une époque, quand on a observé cette pourriture noble, eh ben, on s'est dit, oh là là, mais la récolte est foutue, c'est pourri, on ne peut rien en faire. Et puis je suppose que des personnes un peu plus curieuses ont goûté ces raisins botrytisés, se sont dit, oh mais c'est délicieux ce truc. Alors après, en faire du vin, c'est un autre problème, parce que ces raisins paraissent n'avoir pratiquement plus de jus. Donc on se dit, mais on ne peut rien en faire. Et probablement qu'il a fallu avoir à disposition des pressoirs particuliers pour se lancer dans une vinification. Ça a dû être assez compliqué, assez long, parce qu'on peut imaginer que les conduites de la vigne n'avaient rien à voir avec aujourd'hui et que se mêlait la pourriture noble, la pourriture grise, et que là on ne pouvait plus rien faire. D'ailleurs, la pourriture noble, c'est comme on dit un oxymore, hein, c'est comme un silence assourdissant. Et finalement, ça résume bien l'étrangeté, dans le meilleur sens du terme, des vins de Sauterne. Donc, pour élargir un peu le sujet, il est bien évident que depuis que nous sommes sur Terre, on a fait des tas de découvertes par hasard. Alors, je vais vous parler d'une notion moderne, qui est un aspect particulier de ce sujet-là, c'est la sérendipité. Alors, sérendipité, c'est un drôle de mot, c'est en mot anglais, en fait, hein, qu'on a francisé un peu à l'arrache, et qui s'applique en fait au domaine scientifique et notamment de la recherche. C'est-à-dire qu'une équipe, un chercheur, une chercheuse, enfin peu importe, se lance sur un travail de recherche, et puis durant ce travail, d'un seul coup, on tombe sur une chose absolument inattendue, qui paraît intéressante, très intéressante, tellement intéressante qu'on laisse tomber l'axe initial de recherche pour explorer cette voie sur laquelle on est tombé. Alors pour illustrer le propos, eh bien, je vais prendre un exemple qui est bien sûr historique. C'est la découverte des antibiotiques par Alexander Fleming en Angleterre dans les années 30. Celui-ci était donc un microbiologiste, on dirait aujourd'hui, et qui travaillait dans les conditions de l'époque, c'est-à-dire que les enceintes stériles d'aujourd'hui avec flux d'air laminaire, etc. n'existaient pas, et donc c'était pas toujours évident de travailler très proprement sans provoquer de contamination. Et comme en plus il n'était pas très rigoureux, il a complètement raté sa manip, mais c'est là où il a découvert quelque chose. Il étudiait deux souches, une souche d'un germe classique, le staphylocoque, et de l'autre une souche de champignon microscopique, Penicillium. Donc là, déjà, vous allez comprendre où je veux en venir. Donc, il travaille un peu salement et il contamine une culture par l'autre. Et il s'aperçoit de quoi? Que la culture de staphylocoque et stopinette régresse. Et donc il se dit fort logiquement que sa culture de pénicillium contient quelque chose qui stoppe la croissance. Et il a découvert à ce moment-là l'effet antibiotique, hein, anti, contre, et bios, vie. Mais il va falloir pas mal d'années avant de purifier le produit en question, qui est la pénicilline, bien sûr. Cette pénicilline, bien sûr, n'est plus utilisée en tant que telle aujourd'hui pour de multiples raisons, notamment des raisons d'allergie et de mauvaise tolérance digestive. Les antibiotiques, c'est un vaste sujet, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Disons qu'on en a usé et abusé dans l'après-guerre et que ça a multiplié les résistances, obligeant les laboratoires en cherchant d'autres. Mais on retombe toujours dans le même problème des résistances. Ce qui fait que d'ailleurs, on réserve certains antibiotiques pour l'hôpital, pour les infections très graves, et on ne les met pas en ville pour retarder le moment des résistances. Voilà, on dit que ces antibiotiques sont en réserve hospitalière.
Donc voilà, c'est quand même un bel exemple, si vous voulez, de découverte par hasard, mais il y en a encore tous les jours en fait, hein, qui sont plus ou moins importantes, évidemment. Voilà, à bientôt.